Il y a une chose que les recruteurs ne te diront jamais et que peut-être même ils ne savoureront jamais eux-mêmes, mais quelle est donc cette chose? Mathieu de Genève avec toi aujourd'hui, président fondateur de l'Œil du recruteur. J'espère que tu vas bien. Tu as peut-être une entrevue qui s'en vient demain, dans 2 jours, dans une semaine. Donc, toutes mes félicitations. Je vais t'aider à t'y préparer. Je vais te révéler des choses aujourd'hui que peu de gens savent à propos du processus décisionnel. Qui suis-je pour te révéler tout ça? J'ai passé, moi, des centaines d'entrevues à titre de recruteur. J'ai terminé ma carrière de recruteur. Je suis maintenant coach de carrière et je te dévoile les coulisses de ce qui se passe, notamment dans le débriefing et de ce qui amène les gestionnaires et les recruteurs à prendre leurs décisions. Fait que ça s'annonce particulièrement intéressant pour toi aujourd'hui. Écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et pendant que je te dessine, je vais te dessiner en entrevue. Ça s'annonce épeurant. Bien, je vais aussi te raconter une petite histoire cocasse. Quand j'étudiais en ressources humaines, il y avait des professeurs au début de la session, lors du premier cours, qui nous demandaient pourquoi vous avez choisi les ressources humaines. Puis là, on se levait un par un, puis on disait ce qui nous avait amené à effectuer ce choix critique dans notre carrière. Et il y a beaucoup d'étudiants qui disaient, moi, j'ai commencé un bac en psycho, ou je voulais aller en psycho, puis peut-être même j'ai terminé un bac en psycho, puis je me suis rendu compte que je voulais pas aller jusqu'au niveau de la maîtrise pour faire de la clinique, donc je me suis orienté vers les ressources humaines. Et donc, ça donne des gens qui, lors du processus d'embauche, puis aussi de la façon dont le processus d'embauche est fait, qui se prennent un petit peu pour des psychologues. On pourrait les appeler des wannabe psy, sans vouloir leur prêter de mauvaises intentions. Donc oui, ces gens-là, c'est les RH, c'est les recruteurs. Peut-être qu'il n'y a pas de recruteur dans l'entreprise où tu vas passer ton entrevue. Il y aura seulement des gestionnaires. Ça peut être un ingénieur senior, ça peut être un vice-président aux ventes, peut-être le président même de l'entreprise. À cause de la façon dont le processus d'embauche est fait, et particulièrement l'entrevue, il y a des différents types d'entrevues comportementales. Donc, il y a l'entrevue structurée, par exemple. Donc, ils vont poser exactement toutes les mêmes questions à tous les candidats et ensuite comparer les réponses entre elles, ce qui est scientifiquement la meilleure façon de procéder. Sauf que nos wannabe psy ont décidé de t'évaluer avec des entrevues semi-structurées et parfois des entrevues qui sont appelées non structurées. Ça veut dire qu'ils n'auront pas nécessairement de questions prévues d'avance. Ils vont y aller en mode conversationnel pour amener la discussion là où ils veulent l'amener et ils vont se faire une opinion générale du candidat. Donc, quelle est cette fameuse chose qu'ils ne veulent pas que tu saches à propos du processus d'embauche? Bien, je vais la mettre en majuscule pour que tu vois bien. C'est que en fait, ils vont prendre une décision qui est émotive et puis ils vont vouloir la justifier rationnellement. Et puis ça c'est hyper important pour toi de savoir ça parce qu'en fait, il y a un deuxième objectif caché, mis à part le fait de venir démontrer tes compétences avec des exemples et tout ça. Mais le deuxième gros objectif, c'est quoi? C'est de se faire aimer, tout simplement. Donc, c'est d'aller tisser un lien relationnel avec ces gens-là qui sont à l'autre bord de la table et avec lesquels tu vas échanger. Donc, je vais faire un gros cœur. Une de mes anciennes collègues en recrutement, du nom de Caroline, elle était davantage au courant parce qu'elle était plus senior, elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait parfaitement que le processus décisionnel, ça fonctionnait comme ça. C'était est-ce que j'aime le candidat ou est-ce que je l'aime pas, puis ça finit là. Fait que, tu sais, on pense souvent qu'ils vont nous évaluer de façon super structurée avec des notes puis des pointages puis une grille de sélection hyper pointue, alors que tu te rends compte que finalement, c'est peut-être un peu plus désorganisé que tu le penses. Donc, Caroline, elle sortait de la salle d'entrevue puis elle disait on l'aime, même si elle était toute seule en entrevue avec le candidat, elle parlait au on. Elle disait on l'aime puis on va l'embaucher puis là, elle présentait à son client par la suite. Lors du débriefing entre eux, ils vont parfois utiliser le mot fit pour donc rationaliser leur décision. On va dire on n'a pas perçu un bon fit entre le candidat puis la culture organisationnelle, peut-être même lors de la communication de la décision à toi-même. Ils vont dire on n'a pas perçu un bon fit entre vous et l'entreprise, tout ça. Je te félicite, tu as été victime de la langue de bois des RH. Donc le fameux mot fit. Ça fait partie de leur vocabulaire et c'est leur façon à eux de te dire finalement on t'a pas aimé. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des décisions qui sont réellement prises de façon rationnelle à cause des compétences, mais nous comme êtres humains, on prend des décisions qui sont d'abord émotives. Les meilleurs vendeurs le savent et vont aller appuyer sur ce bouton-là pour nous convaincre. Et c'est ce que tu dois faire toi aussi lors de l'entrevue pour convaincre. Attention, vendre ou
la vente, ce n'est pas nécessairement se vanter, tu le sais aujourd'hui, c'est plus aller les rejoindre, aller toucher la fameuse corde émotionnelle pour les amener à t'aimer. Et je vais te dire un petit peu plus tard dans la vidéo comment on se fait aimer des recruteurs. Ça va être mon petit bonus, donc reste avec moi jusqu'à la fin. Mais jusqu'ici, j'espère que c'est intéressant. Je veux aussi te parler des biais desquels sont victimes les recruteurs. Il y en a une tonne, il y en a des dizaines et des dizaines. Et c'est quelque chose qu'un psychologue va être très aware, excuse-moi l'anglicisme, va être très au courant qui est affecté par des biais cognitifs de toutes sortes. Il y a le biais d'appartenance, donc le fait d'appartenir au même groupe, ben ça va les amener à prendre une décision favorable envers toi. Il y a le biais aussi d'extraordinarité. Donc, je sais pas moi, si tu as fait un safari en Afrique puis tu en viens à discuter dans l'entrevue, ben peut-être que le gestionnaire va être hyper impressionné par rapport à ça et va être amené à prendre une décision positive encore là à cause de ce biais-là. Il y a le biais de projection. Et aussi, les recruteurs plus expérimentés savent aussi qu'ils sont victimes de ces biais-là. Ils sont peut-être pas des psychologues et sont pas aussi conscients que des psychologues par rapport à ce fait-là, mais ils connaissent les biais cognitifs du recrutement. Il y a un autre biais qui s'appelle le biais Dunning-Kruger et ça s'applique beaucoup aux gestionnaires où ils se pensent vraiment hot en entrevue, hein, puis ils arrivent, puis là, ils te posent des questions. Puis ils ont l'impression d'être des bons intervieweurs alors qu'ils sont pourris. Donc, eux autres vont choisir le style, évidemment, semi-structuré ou non structuré, puis sont convaincus de prendre la bonne décision, alors qu'on sait qu'une entrevue structurée a beaucoup plus de valeur prédictive en emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une entrevue structurée permet davantage de prédire le futur rendement du candidat en emploi. Mais malheureusement, de nos jours, à cause de l'entrevue comportementale, nos wannabe psy et nos gestionnaires victimes du biais Dunning-Kruger se penchent davantage vers des entrevues non structurées ou semi-structurées à notre grand désarroi. Et c'est là où ça s'en vient très, très intéressant pour toi parce que je vais t'indiquer en fait comment demain ou dans une semaine, je vais me faire aimer de ces gens-là qui sont à l'autre bord de la table. C'est ça que je vais t'expliquer tout de suite. Il y a quelques concepts qui viennent du livre de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, mais je ne vais pas refaire le contenu du livre au complet. Je vais plus l'adapter donc à ce qui va se passer à ton entrevue. Mais dans ce fameux livre-là, évidemment, il parle du sourire, donc tu vas devoir sourire davantage. Tu vas devoir les complimenter et comment ça s'exerce ça dans un entretien. Tu peux, par exemple, complimenter le RH ou le recruteur sur la question qu'il vient de poser. Ah ça, c'est une bonne question. On me l'avait jamais posée avant. Puis là, tu enchaînes avec ta réponse. Mais ce petit clin d'œil-là, ça va venir le toucher droit au cœur parce que ce qu'il veut, c'est se faire complimenter sur ses aptitudes d'intervieweur. Donc, il va adorer ça. C'est une belle façon de le complimenter lors de l'entretien. Je veux que tu évites à tout prix la surpolitesse. Le danger avec la surpolitesse, en fait, c'est je vais l'écrire, c'est de ne pas prendre de risques. Et c'est un danger dans lequel beaucoup de candidats tombent. Donc, comment on prend des risques en entrevue? C'est peut-être en donnant ses opinions sur certains sujets, peut-être même sur comment tu vois le futur de l'entreprise ou si tu as une idée sur tel projet ou sur tel projet, c'est le temps à l'entrevue d'aller dépasser les autres candidats, tes compétiteurs en passant, d'une longueur d'avance en donnant ton opinion sur certains sujets, en offrant donc des suggestions sur leurs opérations, sur leur stratégie. C'est une bonne façon de dépasser les autres candidats. Ensuite, tu vas devoir adapter ton énergie à tes interlocuteurs s'ils parlent d'une voix plus calme, plus posée, adapte-toi. S'ils sont plus dynamiques et plus expressifs, adapte-toi également à ton auditoire. Tu vas devoir adapter aussi ta posture et idéalement choisir des vêtements en conséquence avant l'entretien pour le fameux fit organisationnel. Si tu arrives en veston, cravate pour un poste qui est peut-être un poste extérieur, un poste de, je sais pas moi, en aménagement paysager, on comprend que le fit se fera pas, tu sais. Fait que tu vas vouloir choisir tes vêtements, c'est un bon exemple. Quoi d'autre? Tu vas vouloir créer du dialogue, ça peut être dans l'ascenseur. Et lors de l'entretien, c'est comment est-ce qu'on crée du dialogue? Ça va être en venant partager des anecdotes, par exemple, en posant des questions.
Tu vas pouvoir peut-être même utiliser l'humour pour amener la discussion ailleurs puis rendre ça un petit peu plus light. Et c'est ainsi que tu pourras convaincre tes interlocuteurs lors de ton entrevue de demain ou de la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo-là a été utile. Tu vas peut-être recevoir des décisions d'embauche dans les prochains jours. Et si on te parle du test de bureautique ou du test d'anglais ou du test de personnalité ou du fameux fit organisationnel, ben tu sais maintenant que ce ne sont que des justifications rationnelles. Et ce qui se cache derrière ça, ben, c'est une décision qui est à la base émotive. Tu dois donc retravailler tes bases sur comment on tisse une relation à l'espace d'une heure ou d'une heure 30 et donc comment complimenter, comment mieux livrer une histoire ou comment sourire davantage en entrevue pour faire en sorte qu'ils t'aiment. Parlant d'aimer, ben, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo si tu as aimé le contenu et n'hésite pas non plus à t'abonner pour plus de conseils sur la carrière et sur comment trouver un emploi à ton goût et être plus heureux au travail. Là-dessus, je te dis un gros merci et bon succès pour ton entretien d'embauche. À très bientôt.